Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à cette édition de grand format de l'actualité sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua. Le sommaire. Forum africain pour la régulation des services publics, la 21e conférence et l'Assemblée générale annuelle s'ouvrent à Douala dans la capitale économique avec plus de 32 pays africains. Objectif, discuter sur les défis et opportunités liées à la régularisation des services publics sur le continent. Les précisions en début du journal. Religion, début de carême chez les chrétiens catholiques du monde entier. Les fidèles sont invités à la confiance et à l'espérance en Dieu. Vous aurez dans ce journal la symbolique des cendres. Voilà pour les titres. Bienvenue sur CamNews 24 IDFM, mesdames, messieurs. Nous vous le disions à l'entame de cette édition, la 21e conférence et l'Assemblée générale annuelle du Forum africain pour la régulation des services publics AFOU se sont ouvertes hier mardi à Douala. Cette rencontre qui se tiendra jusqu'au 7 mars 2025 réunit des régulateurs des services publics de plus de 32 pays africains pour discuter des défis et des opportunités liées à la régulation des services publics sur le continent. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre délégué auprès du ministre des Transports, Joya Zakariaou. Plus de précisions avec notre correspondant, Zobel Apollinaire. La 21e conférence et l'Assemblée générale annuelle du Forum africain des régulateurs des services publics se déroulent dans un contexte où les pays africains connaissent une transformation numérique rapide. Les technologies intelligentes, telles que l'intelligence artificielle, sont de plus en plus utilisées dans les services publics pour améliorer l'efficacité, la qualité et l'accessibilité des services. Cependant, cette transformation numérique soulève également des défis importants tels que la protection des consommateurs, la sécurité des données, la régulation des services numériques et la nécessité de développer des compétences numériques pour les régulateurs et les prestataires des services. C'est dans ce contexte que la rencontre de Douala rassemble les régulateurs des services publics africains pour discuter des meilleures pratiques, partager les expériences et élaborer des stratégies pour relever les défis liés à la transformation numérique des services publics. L'objectif étant de promouvoir la coopération et l'harmonisation des politiques de réglementation entre les pays africains afin de favoriser l'intégration régionale et la coopération dans le domaine des services publics. L'événement organisé sous l'égide de l'autorité portuaire nationale du Cameroun se concentre sur l'utilisation des technologies intelligentes dans les services publics. Les participants vont examiner comment les régulateurs peuvent favoriser l'innovation tout en protégeant les consommateurs. 10 ans après avoir fui les violences en Centrafrique, des milliers de réfugiés résident toujours au Cameroun. Si la solidarité des communautés locales est louable, les besoins humanitaires, quant à elles, prennent de plus en plus du volume. D'où l'urgence de mesures visant à renforcer la protection des réfugiés et à favoriser leur intégration durable. Roméo Benyala. 10 ans après leur arrivée massive dans les villages d'Engam et Borgo, dans la commune de Diohong, département d'Umbéré, région de la Damawa, plus de 21 000 réfugiés centrafricains continuent de cohabiter avec les populations locales. Sous la protection du HCR, ces communautés fragilisées par la crise humanitaire font face à des défis persistants. Nous savons tous que dans les zones, les localités qui accueillent les réfugiés, il y a une pression excessive sur la déforestation. Les réfugiés qui exercent, il faut le reconnaître, une certaine pression sur l'environnement du site d'accueil à planter davantage des arbres. Et cette plantation d'arbres contribuera à améliorer l'environnement de vie et certainement à améliorer la santé de ces réfugiés. Lors de la récente rencontre entre la représentante adjointe du ACR et le gouverneur de la Damawa, les enjeux de la cohabitation et de la protection des réfugiés ont été au cœur des discussions. En effet, l'occupation de près de 70 000 hectares dans les deux sites par les réfugiés principalement pour l'agriculture, les pâturages, l'exploitation forestière exerce une pression considérable sur les ressources naturelles et génère des tensions avec les communautés d'accueil. C'est vrai, à un moment donné, il y avait des charges additionnelles qui se sont posées, notamment en termes de partage d'espace de pâturage, en termes d'espace de culture
et autres. Nous sommes conscients de l'environnement global qui n'est pas favorable par rapport à la mobilisation maximale des ressources. Mais nous restons optimistes. Le HCR vient de confirmer qu'il continue à faire des efforts pour pouvoir mobiliser ces moyens afin que les réfugiés se sentent de plus en plus à l'aise, de plus en plus intégrés dans notre pays. Le départ volontaire de certains réfugiés, couplé au retour d'autres témoins de la complexité de la situation. Pour faire face à ces défis, le HCR et les autorités camerounaises se sont engagés à renforcer la protection des réfugiés et à améliorer la cohabitation avec les populations locales et à soutenir les initiatives de développement durable. Nous sommes plus de 10 ans après, les populations réfugiées sont maintenant très bien intégrées avec les populations locales. Donc c'était juste une visite de terrain, de rencontre, d'évaluation et de voir, comme l'a évoqué monsieur le gouverneur, de voir maintenant, de regarder un peu les solutions durables et de regarder un peu, de continuer les efforts, d'avoir des financements supplémentaires pour continuer nos activités d'intégration des réfugiés et d'assistance aux populations locales. La participation de la PRM, Population Refugees and Migration, et du bureau du pays HCR souligne l'importance d'une approche régionale et coordonnée pour trouver des solutions durables à cette crise humanitaire. Parlons à présent de la 40e édition de la Journée internationale de la femme dans l'arrondissement de Lagdo pour dire que c'est la localité de Tongo qui a servi de cadre à ces derniers sous l'œil vigilant du sous-préfet El Hadj Moussa. Cet événement mobilisateur a mis en lumière l'engagement des femmes et des associations locales pour l'égalité des sexes, témoignant de la richesse culturelle et de la solidarité féminine. Boubacar Adama. Dans l'arrondissement de Lagdo, la localité de Tongo a accueilli avec enthousiasme la 40e édition de la Journée internationale de la femme. Cette célébration qui se veut mobilisatrice a réuni les acteurs locaux et les autorités pour promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. La cérémonie a été présidée par le sous-préfet de l'arrondissement, El Hadj Moussa, accompagné de son épouse, Madame Hadjazara. Leur présence ont ajouté une touche de solennité à cet événement. Les groupes de danse traditionnels tels que le Mundang, les Mafa et les Kapsiki, pour ne citer que cela, ont offert des spectacles vibrants et colorés, mettant en valeur la richesse culturelle de la région. Leurs performances ont été suivies par des théâtres qui ont véhiculé des messages de conscientisation et d'autonomisation de la femme africaine. Plusieurs activités de démonstration de savoir-faire africain ont également été organisées, notamment une démonstration de comment les femmes du Nord écrasaient le mil avant l'arrivée des machines modernes. Cette activité a permis de mettre en valeur la résilience et la créativité des femmes de la région du Nord. Madame la présidente du comité d'organisation locale a exprimé sa gratitude au sous-préfet pour la confiance renouvelée aux femmes de Tongo. Par ailleurs, Sa Majesté le Ardo de Tongo a également saisi l'opportunité pour exprimer ses remerciements au sous-préfet de l'arrondissement de Lagdo et à tous les invités présents. La cérémonie s'est poursuivie par le discours émouvant prononcé par le sous-préfet El Hadj Moussa. Dans des mots forts, il a remercié tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement, notamment le maire de la commune de Lagdo, représenté par sa deuxième adjointe Maman Maliki pour ses appuis multiformes. De plus, il a adressé une mention spéciale au directeur du CPF de Lagdo, Amadiko Alidou, pour ses innovations, ainsi qu'à la présidente du ROFAL et à la conseillère régionale. Il a aussi salué les élites de Tongo pour leur détermination à faire de cette semaine une réussite. Avant la clôture des activités, un défilé dynamique a eu lieu, mettant en avant les différentes associations de femmes ainsi que les GIC présents. Ce moment fort a illustré la diversité et l'engagement des femmes dans le développement local. Les groupes de femmes présentes ont ensuite remis des cadeaux au sous-préfet pour marquer et exprimer la générosité de la femme africaine. Ce geste symbolique a illustré la solidarité et la coopération entre les femmes de la région du Nord. La semaine de la femme à Lagdo s'annonce à grands pas avec plusieurs activités prévues, notamment la rencontre sportive, le mariage collectif et la foire gastronomique. La semaine de la femme sera mouvementée dans l'arrondissement de Lagdo jusqu'au grand rendez-vous prévu pour le 8 mars prochain à la tribune municipale. Restons dans le chapitre de la 40e édition, autant pour moi, de la Journée internationale de la femme, mais cette fois-ci du côté de Douala pour dire que les activités irrelatives ont officiellement été lancées
la semaine dernière. C'était en présence de la déléguée régionale de la promotion de la femme et de la famille, Gisèle Caroline Eko. Les détails, c'est avec Zobel Apollinaire. Le thème de la 40e édition de la Journée internationale de la femme au Cameroun est « Pour toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation ». Ce thème reflète la volonté du gouvernement camerounais de lutter contre les discriminations envers les femmes et les filles en promouvant leur éducation, leur émancipation et leur participation pleine et entière au développement du pays. Le Cameroun a fait des progrès significatifs dans la promotion des droits des femmes, notamment en matière de droit de vote, de participation politique, d'accès aux postes de responsabilité, aux carrières scientifiques, économiques et militaires. Cependant, des défis persistants subsistent, tels que les stéréotypes liés au genre, les inégalités socio-économiques et les discriminations structurelles. Pour surmonter ces défis, le gouvernement camerounais a adopté des mesures institutionnelles, législatives et réglementaires pour répondre aux problématiques spécifiques que rencontrent les femmes. Ces mesures s'inscrivent dans la continuité des 12 domaines prioritaires définis par le programme d'action de Beijing et visent à promouvoir l'égalité des sexes qui occupe le 5e rang des 17 objectifs de développement durable. La réussite de la 40e édition de la Journée internationale de la femme dans la région du littoral nécessite que ces dernières respectent les valeurs républicaines telles que le respect des lois et des institutions, la culture de la paix et du vivre ensemble, la participation, le patriotisme, l'unité nationale, le bilinguisme et le multiculturalisme. Nous vous le disions en titre, les chrétiens catholiques sont de plein pied dans le carême. C'est suite au mercredi des cendres qui marque dans le calendrier liturgique le début du carême. À la paroisse Sainte-Agnès de Ouro-Lawane, par exemple, tout a commencé par la messe et le rituel d'imposition des cendres sous les fronts des fidèles. Et pour la circonstance justement, nous avons approché le père Marcelius, vicaire de la paroisse Sainte-Agnès de Ouro-Lawane, sur la symbolique des cendres. Aujourd'hui, nous commençons un temps fort dans l'Église catholique dans le monde entier, le temps de carême qui a commencé par le mercredi de cendres, qui nous montre un schéma très important pour chaque chrétien, qui ne se termine pas aujourd'hui, mais ça c'est une vie pour tout les chrétiens, qui est marqué par ces cendres, qui est un signe de notre fragilité humaine. C'est un signe qui nous montre que nous sommes des êtres humains appelés, n'est-ce pas, à dépendre de Dieu. C'est un signe aussi qui nous rappelle de notre péché, que nous sommes appelés chacun, n'est-ce pas, à demander pardon d'une manière ou d'une autre, le péché que nous avons commis et dans la sincérité. Donc, c'est un temps nous renvoie pour revivre le mystère pascal. En fait, la vie de Jésus-Christ, pourquoi nous sommes appelés. Il n'est pas seulement mettre le cendre sur notre front, mais aussi vivre avec Dieu. Nous sommes plus que le cendre, c'est à vivre avec Dieu dans la relation intime et dans la vie éternelle. De la découverte dans ce journal. Nous vous amenons ce soir dans les parcs nationaux de la partie septentrionale du Cameroun où le braconnage menace la faune et l'équilibre écologique. Face à cette crise, les protecteurs de la faune s'engagent avec détermination pour préserver notre patrimoine naturel. Il est donc grand temps d'agir pour garantir un avenir harmonieux entre l'homme et la nature. Boubacar Adama nous sert de guide. Dans les vastes étendues verdoyantes du Cameroun, un phénomène sombre et inquiétant prend de l'ampleur. Le braconnage, ce fléau qui menace notre biodiversité, s'intensifie particulièrement dans la région septentrionale du pays. Le parc national de Ouaza, situé à l'extrême nord, est aujourd'hui le théâtre d'une lutte acharnée entre les protecteurs de la faune et les braconniers. En 5 ans seulement, les populations de certaines espèces emblématiques comme le buffle et le léopard ont diminué de 30% en raison des activités illégales. Chaque année, près de 200 animaux sont victimes du braconnage dans ce parc. Mais la situation est encore plus alarmante au parc national de Boubandida. Ici, les braconniers ciblent principalement les éléphants, les antilopes et les singes.
Selon les dernières statistiques, environ 200 singes ont été tués en seulement 3 ans, un chiffre alarmant qui témoigne de l'urgence d'agir. Face à cette menace croissante, des hommes et des femmes se mobilisent pour protéger notre patrimoine naturel. Des sessions d'entraînement intensifs sont mises en place pour renforcer leur capacité d'intervention. Ces agents de la faune armés de détermination et d'engagement se préparent à affronter les dangers que représente le braconnage. Chaque geste compte dans cette lutte pour préserver l'équilibre fragile de notre écosystème. C'est Congo Andrew Oro, chef d'unité lutte anti-braconnage du parc national de Boubanjida. Aujourd'hui, nous avons clôturé la formation chef d'équipe. Les gars ont appris les tactiques de combat, les gars ont appris les déplacements, les gars ont appris comment traverser la tyrolienne en saison de pluie. Et aussi, ils ont aussi appris les méthodes de premiers soins, c'est-à-dire le médic, pour les permettre à plus être efficaces sur le terrain. Le parc national de la Benue n'échappe pas non plus à cette réalité inquiétante. Au cours des 5 dernières années, environ 100 rhinocéros et hippopotames ont été ciblés par les braconniers dans ce parc. Les défis sont nombreux, mais l'espoir demeure. La préservation de notre écosystème est une réalité collective. En sensibilisant les communautés locales et en renforçant nos efforts de conservation, nous pouvons ensemble faire reculer ce fléau. Pour que demain soit synonyme d'équilibre et d'harmonie entre l'homme et la nature, agissons maintenant pour protéger ce trésor inestimable qu'est notre biodiversité. En sport, le président de la FECAFOOT a effectué lundi une visite au chantier de construction de l'immeuble siège de la Fédération camerounaise de football à Ouarda. Samuel Eto'o a pu toucher du doigt l'évolution des travaux de ces vastes chantiers. Le compte rendu d'Ali Jida et Michel Ateba. Énième visite sur le chantier de construction de l'actuel immeuble du siège de la Fédération camerounaise de football situé au quartier Ouarda à Yaoundé. Samuel Eto'o fils visite tous les coins et recoins de cette grosse œuvre en construction depuis 13 ans. De l'extérieur, le président de la fédération peut apprécier le travail effectué par les techniciens. À l'intérieur du bâtiment, Samuel Eto'o tente même de faire quelques suggestions telles qu'on le voit ici à travers ces images. D'un coût initial du projet de 1,7 milliard de francs CFA en 10 ans, les travaux de construction du nouvel immeuble siège piétinent en dépit de plusieurs tentatives. Malgré les appels d'offres pour les travaux de finition lancés par les différents exécutifs, le siège n'est toujours pas achevé. Rappelons que c'est le 13 novembre 2012 que l'ex-président de la fédération, Iya Mohamed, avait procédé à la pose de la première pierre de cet immeuble futuriste. C'est ici que s'achève cette édition de grand format de l'actualité sur CamNews 24, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir regardés et passez une excellente soirée.